Pendant la guerre, alors que l'Europe brûlait sous les bombes, dans une zone tranquille de la Pologne, un camp a été érigé pour effacer des personnes comme si elles étaient des déchets. Auschwitz-Birkenau fonctionnait comme une machine d'extermination constante. Derrière les barbelés, tout était organisé pour détruire quiconque arrivait. Les trains déchargeaient des milliers de personnes chaque jour. En quelques minutes, la moitié était envoyée au gaz. L'autre moitié recevait un numéro, perdait ses vêtements, ses cheveux, son nom, et passait à vivre sous les cris, les coups et la peur. Les chambres continuaient de fonctionner sans arrêt et les fours brûlaient toute la journée. Les prisonniers traînaient des corps tout en nettoyant les restes de la mort. Les enfants étaient gardés pour les expériences. Les adultes travaillaient jusqu'à s'effondrer. La faim et le froid s'ajoutaient aux infections et aux punitions. Personne ne pouvait penser, parler, ni se souvenir de qui il était. Mourir devenait une partie de la routine. Auschwitz n'a pas été un accident. C'était pensé ainsi. Chaque espace contribuait à effacer l'humain, et chaque jour était aussi cruel que le précédent. Que restait-il d'une personne après avoir passé 24 heures à Auschwitz? Arrivée et sélection, la ligne qui sépare la vie et la mort. Entre 1942 et 1944, les nazis ont transporté en train de marchandises plus d'1 million de personnes vers le complexe d'Auschwitz-Birkenau. La grande majorité étaient des juifs venus de toute l'Europe, mais il y avait aussi des gitans, des prisonniers politiques, des soviétiques capturés, des homosexuels et d'autres victimes du régime. Ils arrivaient des villes occupées, des ghettos ou des camps temporaires. Ils avaient été arrêtés par la police allemande, les SS ou des forces collaboratrices. Beaucoup pensaient qu'ils allaient travailler. À leur arrivée, une décision immédiate et irréversible les attendait. Le train s'arrêta après plusieurs jours de voyage. Le wagon était si plein que personne ne pouvait s'asseoir. Les portes s'ouvrirent brusquement. Certains pensaient que c'était le moment de descendre, mais il fallut encore plusieurs minutes pour que tout le monde sorte. Les voix dans une langue étrangère, les cris et les bousculades marquèrent le début. Ils descendaient un par un. Il y avait une lumière artificielle et une forte odeur de fumée. Des soldats en uniforme, avec des chiens et des armes, leur ordonnaient d'avancer en file. Personne ne savait où ils se trouvaient, mais plusieurs prisonniers, vêtus de rayures, leur criaient de marcher vite. Le sol était en gravier et certains trébuchaient en descendant. Les femmes aidaient les jeunes enfants. Les hommes plus âgés portaient des valises. Les cris étaient constants. À quelques mètres, plusieurs officiers SS examinaient chaque personne d'un simple regard. L'un d'eux levait le bras pour indiquer gauche ou droite. Personne ne comprenait ce qui se passait. Les soldats séparaient rapidement les hommes des femmes. Les mères qui tentaient de rester avec leurs enfants étaient écartées de force. Les personnes âgées allaient d'un côté, les jeunes de l'autre. Les files étaient divisées sans explication. Certains essayaient de poser des questions, mais ils n'obtenaient aucune réponse. Les femmes étaient conduites par un chemin, les hommes par un autre. Les plus faibles restèrent derrière. Un homme en blouse blanche examinait chacun d'un regard rapide. En observant simplement l'état physique, il décidait du sort. Si le corps semblait fort, il levait le bras vers la droite. Si l'apparence paraissait fragile, il indiquait la gauche. Un jeune de 17 ans fut envoyé avec les adultes. Un homme de 40 ans, ayant un léger tremblement dans la jambe, fut envoyé dans la direction opposée. Personne ne savait que ce petit geste faisait la différence entre travailler ou mourir. Les décisions étaient prises en quelques secondes. Les officiers recevaient des ordres stricts. Ils ne posaient pas de questions. Ils regardaient et décidaient. Une femme enceinte tenta de suivre son mari. Elle fut poussée vers le groupe des femmes avec enfants. Un autre homme demanda à aller avec son père âgé. On lui donna un coup de crosse de fusil au visage. Les séparations étaient définitives. Il n'y avait aucune possibilité de changer de groupe. Ceux qui insistaient étaient retirés de la file et traînés au sol. Le médecin responsable était précis. Son geste était ferme. La ligne de séparation devenait un filtre. Du côté droit, les personnes destinées au travail forcé. Du côté gauche, celles qui seraient envoyées ailleurs, sans savoir qu'il s'agissait de la mort. Les prisonniers nouvellement arrivés ne comprenaient pas la signification de chaque côté. Ils croyaient que tout le monde allait au même endroit. Les mères avec bébés étaient dirigées directement vers la gauche, les personnes âgées aussi. Les blessés ou malades ne passèrent pas le contrôle.
Personne n'expliquait rien. Certains essayaient de parler, de montrer leur profession, de présenter des documents. Rien ne servait. Les décisions n'étaient pas réversibles. Le langage des gestes et des poussées était le seul permis. Une file de jeunes femmes passa par la sélection. Certaines furent envoyées vers le groupe de droite, celles ayant l'air fatiguées, à gauche. Parmi elles, une institutrice tenta de tenir sa petite nièce. Un soldat SS la sépara et envoya la fillette vers le groupe de gauche. La femme ne la revit jamais. Les wagons continuaient à se vider. Chacun contenait entre 80 et 100 personnes. Certains n'avaient pas mangé depuis des jours. Les corps étaient faibles, les visages pâles, les yeux enfoncés. L'atmosphère était de confusion totale. Personne ne comprenait ce qui se passait. Les ordres étaient criés en allemand. Ceux qui n'obéissaient pas étaient battus. La scène se répétait wagon après wagon. Les valises étaient confisquées à la descente. Elles étaient empilées dans une zone séparée. On leur disait qu'ils les récupéreraient plus tard. Cela n'arrivait jamais. Les files continuaient. Les séparations devenaient de plus en plus rapides. Il fallait accélérer le processus. Il s'agissait de déplacer des milliers de personnes chaque jour. Un jeune ayant survécu au ghetto fut dirigé vers la droite. Son père, malade, fut envoyé à gauche. Il essaya de le rejoindre mais fut retenu par 2 soldats. Ils le jetèrent au sol et le laissèrent saigner. Ils le relevèrent à coups de pied et le renvoyèrent dans la file des aptes au travail. Il pleurait, mais devait avancer. Les femmes avec jeunes enfants étaient séparées en premier. On leur disait qu'elles allaient dans un endroit spécial. Elles étaient trompées. Elles marchaient ensemble, en silence, croyant qu'elles retrouveraient leur famille. En réalité, elles ne seraient plus jamais vues. L'ordre d'arrivée déterminait la vitesse du processus. Un homme portant des lunettes demanda à suivre sa femme. Il expliqua qu'il était médecin. On le frappa à la poitrine et il fut envoyé dans le groupe des hommes. Sa femme, avec 2 enfants, fut séparée. Personne ne donnait d'explication. Tout se passait en moins de 30 secondes. Chaque pas définissait l'avenir. Le personnel d'appui, les prisonniers déjà internés, aidaient à organiser les files. Ils guidaient les nouveaux arrivants avec des gestes et des paroles rapides. Certains chuchotaient des avertissements. Ils leur disaient de paraître forts, de se tenir droit. Ils savaient qu'une posture faible pouvait signifier la mort. Ceux qui aidaient étaient eux aussi des victimes. Ils n'avaient pas le choix. Une femme aux cheveux blancs fut prise par le bras par un soldat. Elle fut dirigée à gauche sans examen. Elle ne dit rien. Elle marcha en silence. Une petite fille venue seule fut poussée dans le groupe des femmes. Elle pleurait. Personne ne la consolait. Le chaos était absolu, mais le processus restait méthodique. Le train était vide, mais la sélection continuait. Les officiers notaient des numéros. Les médecins examinaient chaque visage. Les files se réduisaient. Les soldats donnèrent des ordres à coups de cris. Le lieu était entouré de barbelés. On entendait des aboiements. De la fumée continuait de s'échapper d'une grande cheminée. Personne ne demandait pourquoi. Un jeune qui avait prétendu être plus âgé réussit à passer dans la file de droite. Il avait 15 ans, mais dit avoir 18 ans. Son corps mince le trahissait presque. Un autre jeune, du même âge, fut séparé à cause de sa petite taille. Personne ne vérifiait rien. Seul comptait l'impression physique, les décisions étaient visuelles. Une femme vit son mari être séparé. Elle cria son nom, elle fut frappée. Personne n'intervenait. Toute tentative de résistance se payait par la violence. Ceux qui obéissaient restaient debout. La punition était immédiate. Personne ne posait de questions. Le temps était compté. Les files étaient dirigées vers différents points du camp. Certains étaient conduits dans des bâtiments en briques, d'autres dans une zone sans construction. On ne leur disait pas où ils allaient. Ils avançaient sans réponse. Les questions n'étaient pas permises. Il n'y avait qu'une direction. En avant. Le processus de sélection était constant. Chaque train transportait entre 1000 et 1500 personnes. Cela se répétait jour après jour. Certains officiers faisaient le même geste des centaines de fois par jour. Le zyklon B, le gaz qui tuait en silence. Les chambres étaient conçues pour ressembler à des salles ordinaires. De l'extérieur, la structure imitait un bloc de douche. Les portes étaient en métal, avec de petites fenêtres couvertes de verre épais. Le bâtiment était en briques normales et disposait d'une rampe d'accès. L'environnement était propre et silencieux. Les soldats allemands guidaient les prisonniers avec des indications sèches. Tout était pensé pour éviter la panique.
Les nouveaux arrivants étaient conduits en groupe. On leur disait qu'ils allaient prendre une douche. Les officiers montraient l'entrée avec des gestes fermes. Personne n'expliquait davantage. Les personnes avançaient lentement, ne sachant pas ce qui se passait. Certains demandaient. Ils n'obtenaient aucune réponse. À l'intérieur, l'espace était vaste. Les murs étaient enduits. Il y avait des sorties d'eau supposées au plafond. Tout faisait partie du montage. Les portes se fermaient depuis l'extérieur. Elles étaient scellées par des barres métalliques. Un soldat tournait une roue de pression. De l'extérieur, on n'entendait rien. À l'intérieur, les gens attendaient des instructions. Certains se regardaient, confus. D'autres tenaient les enfants près d'eux. Des minutes passaient sans qu'il ne se passe rien. Puis, on entendait un bruit métallique. Par de petites ouvertures au plafond, commençaient à tomber les granulés. Le zyklon B était introduit par ces ouvertures. Ce n'était pas un gaz à l'état naturel, c'était une substance solide, sous forme de cristaux ou de petites billes imprégnées d'un composé hautement toxique. Au contact de l'air chaud, il libérait des vapeurs nocives. 2 soldats des SS versaient rapidement le contenu et refermèrent les trappes. L'un chronométrait, l'autre observait à travers le judas. En moins d'1 minute, les personnes commençaient à respirer difficilement. Le composé affectait le système nerveux. Il provoquait un manque d'oxygène. Les yeux s'irritaient. Certains s'effondraient immédiatement. D'autres se poussaient contre les murs à la recherche d'air. Les gens criaient. On entendait des coups contre la porte. Le plafond portait des marques à l'intérieur. Les ongles laissaient des traces sur le ciment. La mort n'était pas instantanée. Le temps moyen pour l'issue variait entre 10 et 15 minutes. Cela dépendait de la quantité de substance, du nombre de personnes à l'intérieur, de la température et de l'âge des présents. Les enfants et les personnes âgées perdaient connaissance en premier. Les plus jeunes résistaient davantage, certains restaient debout. D'autres tombèrent les uns sur les autres. Les corps s'empilaient. La procédure était observée par des membres du personnel SS. Certains notaient des détails, ils tenaient des registres. Une fois qu'aucun bruit ne se faisait entendre, ils attendaient quelques minutes supplémentaires. Puis ils actionnaient le système de ventilation. Il s'agissait de turbines installées sur les toits. Elles expulsaient l'air contaminé. Les valves s'ouvraient lentement. Personne n'entrait tant que l'odeur ne s'était pas dissipée. Les chambres étaient construites avec des matériaux résistants. Les murs supportaient la pression du composé. Les portes étaient à double scellage. Le système de fermeture était hermétique. Le verre des hublots était renforcé. L'objectif était de maintenir l'agent à l'intérieur sans fuite. Chaque détail avait été ajusté après de multiples tests. Le zyklon B était stocké dans des boîtes métalliques. Chacune contenait entre 1 demi-kilo et 1 kilo de substance. Elles étaient fabriquées dans des usines autorisées par le régime. Le transport se faisait par chemin de fer. Elles étaient déchargées dans des zones cachées du camp. La manipulation nécessitait de la prudence. Certains soldats portaient des gants et des masques lors de l'application. Avant chaque session, les SS coordonnèrent les horaires. On vérifiait les listes. On confirmait le nombre de personnes dans le groupe. On calculait la dose. On préparait les ouvertures pour l'introduction du composé. Le bâtiment était entouré de personnel armé. Personne ne pouvait s'approcher sans autorisation. Tout l'environnement était scellé pendant l'opération. Le design des fausses douches incluait même des canalisations inutilisées. Certaines buses étaient reliées au mur mais ne libéraient pas d'eau. Cela faisait partie de la tromperie. Parfois, on donnait du savon aux prisonniers. On leur demandait de laisser leurs vêtements bien pliés. On leur disait qu'ils les récupéreraient après la douche. Tout était destiné à éviter la panique avant la fermeture. Le lieu disposait d'un système d'éclairage artificiel. La lumière restait allumée en permanence. Les chambres n'avaient pas de fenêtres donnant à l'extérieur. Les murs ne portaient aucune marque visible. Chaque détail visait à maintenir l'illusion d'une installation sanitaire. Parfois, on accrochait même des porte-serviettes ou des instructions factices sur les murs. Le personnel SS participant était formé. Il savait quelle quantité de composés utiliser selon le nombre de personnes. Certains avaient participé à des opérations précédentes dans d'autres installations. Des officiers étaient assignés uniquement à ce type de tâches. Ils étaient connus pour leur efficacité. Ils ne parlèrent pas aux prisonniers. Ils se contentaient d'exécuter la procédure. Après chaque utilisation, les chambres devaient être ventilées pendant plusieurs minutes. L'ouverture des portes était contrôlée. Des masques de protection étaient utilisés.
Une inspection visuelle était effectuée avant de permettre l'accès du groupe de personnel suivant. La procédure était méthodique, la marge d'erreur était minimale, chaque session était enregistrée. Les horaires d'utilisation variaient en fonction du nombre de trains arrivants. Lors des journées de forte activité, plusieurs sessions étaient réalisées par jour. L'agent était introduit rapidement. Le processus se répétait sans interruption. Les officiers recevaient des ordres clairs. Le système était automatisé autant que possible. Les témoignages de ceux qui observaient le processus depuis l'extérieur mentionnent le silence initial. Puis ils décrivent les cris, les coups, le son du désespoir. Depuis l'extérieur, certains membres du camp entendaient ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas intervenir. Ils savaient ce que signifiait la fermeture de la porte. Le temps d'attente était exact. Les chambres les plus grandes pouvaient contenir jusqu'à 1500 personnes. D'autres, de plus petite taille, étaient utilisées pour des groupes plus réduits. La répartition des espaces était conçue pour maximiser l'efficacité du composé. La hauteur du plafond, la position des ouvertures, la direction de la ventilation, tout était calculé. Les premiers essais ont été réalisés avec des prisonniers de guerre soviétiques. Ensuite, la méthode a été adaptée à de grands groupes. Le Zyklon B était considéré plus efficace que d'autres systèmes utilisés auparavant. Il ne nécessitait pas de machinerie complexe. Il était facile à transporter. Il provoquait la mort en quelques minutes. Il ne laissait pas de traces visibles de l'extérieur. La participation des SS se limitait à la fermeture, au comptage, à l'introduction de l'agent et à la ventilation. Ils n'entraient pas pendant le processus. Ils observaient depuis les hublots. Ils chronométraient le temps. Ils tenaient des registres sur papier. Certains prenaient des notes. D'autres se contentaient de donner le signal de fin. Leur rôle était technique et direct. Les dépôts de Zyklon B étaient protégés. Seuls certains officiers pouvaient y accéder. L'approvisionnement était constant. Il était stocké dans des conditions spéciales. Il y avait des contrôles de sécurité. Chaque boîte utilisée était enregistrée. La consommation quotidienne était comptabilisée. Des commandes périodiques étaient effectuées. La logistique faisait partie intégrante du système. La formation pour manipuler le Zyklon B était spécifique. Elle comprenait des instructions sur la façon d'ouvrir les boîtes, de verser le contenu et d'agir en cas de fuite. Des simulations étaient effectuées. Les erreurs étaient sanctionnées. La discipline était stricte. La manipulation du composé était confiée à du personnel sélectionné. Le processus complet, de l'entrée du groupe jusqu'au retrait de l'agent, durait entre 40 et 60 minutes. Le nettoyage ultérieur prenait plus de temps, mais ne faisait pas partie de cette phase. Le système était constant. L'objectif, maintenir le flux sans interruption. Une fois l'utilisation terminée, les chambres étaient préparées pour le groupe suivant. Les ouvertures étaient refermées, les seaux vérifiés, de nouvelles boîtes mises en réserve. La routine était continue. L'espace devait toujours être disponible. Les installations contenant les chambres étaient situées dans l'ensemble des structures du camp. Elles étaient localisées dans des zones délimitées. Il y avait des clôtures, des postes de garde et un éclairage permanent. L'accès était restreint. Chaque mouvement était contrôlé. Le Zyklon B était produit par des entreprises autorisées. Il était fabriqué en Allemagne. Son origine était industrielle, utilisée auparavant pour la fumigation de lieux. La transformation de son usage faisait partie du plan. Il a été adapté à grande échelle. Sa distribution était maintenue secrète. Les documents du camp enregistraient les quantités utilisées, les dates et les unités consommées. Les rapports étaient envoyés aux instances supérieures. Le système fonctionnait comme une opération logistique complète. Chaque élément s'insérait dans la chaîne. Les responsables de la manipulation de l'agent accomplissaient leurs fonctions sans exprimer d'émotion. Ils faisaient partie du mécanisme, suivaient les instructions, appliquèrent le composé, attendaient, ventilaient, fermaient, rapportaient. Tout se déroulait en silence avec précision. Le four allumé brûlait des milliers de personnes sans interruption. Les bâtiments des crématoires étaient situés dans différentes zones du camp. Certains se trouvaient près des baraquements principaux, d'autres plus à l'écart. Chaque bloc avait son numéro. Les installations étaient visibles depuis plusieurs points. Elles possédaient de hautes cheminées et des murs renforcés. Dans certains secteurs, elles étaient entourées de barbelés. Les fours fonctionnaient avec une combinaison de charbon et de gaz. Le système thermique était continu. Chaque unité possédait plusieurs ouvertures. Dans certains modèles, 3. Dans d'autres,
jusqu'à 8. La température devait rester constante. Si elle baissait, le processus ralentissait. C'est pourquoi l'allumage initial était prolongé. Une fois activé, il ne s'éteignait pas pendant des semaines. Chaque four possédait des trappes métalliques s'ouvrant vers l'extérieur. À l'intérieur, la surface de chargement était plate. Le corps sans vie était introduit à l'aide d'une longue pelle métallique. La conception permettait une entrée rapide et une combustion uniforme. La chaleur provenait d'une chambre inférieure. La combustion était alimentée par des équipes, du charbon ou du gaz était ajouté depuis l'extérieur. La réduction thermique complète d'un seul corps prenait entre 20 et 30 minutes, mais le rythme n'était pas linéaire. Pendant les pics d'activité, les fours étaient utilisés sans pause. Les calculs étaient faits par lot. Les chambres pouvaient recevoir jusqu'à 3 restes à la fois, selon la taille et la corpulence. Il ne s'agissait pas d'un processus individualisé. Chaque crématoire possédait une salle d'attente, une chambre de chargement, une zone d'allumage et une salle de contrôle. Des panneaux régulaient l'entrée d'air et la direction de la fumée. Les tuyaux conduisaient les gaz vers les cheminées. La conception visait à éviter que la fumée ne s'échappe sur les côtés. Pendant les jours de plus grande activité, les équipes étaient organisées en blocs de 8 à 10 heures. On travaillait de jour comme de nuit. Les cheminées n'arrêtaient pas d'émettre des colonnes grises. Parfois, la fumée devenait dense et changeait de couleur, ce qui indiquait une surcharge. Les températures étaient ajustées et les conduits nettoyés. L'objectif était de maintenir le flux. Le volume quotidien dépassait 1000 corps par installation pendant les phases les plus intenses. Au total, tous les crématoires pouvaient traiter entre 3000 et 4000 restes par jour. Ce rythme n'était maintenu que lorsque les trains arrivaient sans interruption. Lors des journées moins chargées, le chiffre diminuait. Le chargement se faisait en séquence. Un groupe entrait par une porte latérale, un autre attendait dehors. Les restes qui n'étaient pas complètement réduits étaient poussés au fond, puis retirés avec de longues pinces. La base était rallumée et le corps suivant introduit. La rotation était constante. La chaleur devait être maintenue à tout moment. La conception des cheminées permettait une sortie verticale des gaz. La hauteur dépassait 10 mètres. Le tirage naturel aidait à disperser la fumée. Autour, des écrans ou des bâches étaient placés. Certaines zones étaient dissimulées par des buissons. Le but était de masquer l'activité aux nouveaux prisonniers. Les rapports techniques indiquaient que la capacité totale des fours était prévue pour une opération quotidienne ininterrompue. Les pièces étaient en métal réfractaire, supportant des températures supérieures à 1000 degrés. Lorsqu'elles s'usaient, elles étaient remplacées. Les réparations étaient rapides et des matériaux de rechange étaient stockés à proximité. L'allumage initial de chaque four nécessitait plusieurs heures. On utilisait du bois, de l'huile et du charbon sec. Une fois la chambre à la température idéale, l'opération réelle commençait. L'entretien était quotidien. Les parois internes étaient vérifiées, les résidus solides retirés et les cendres nettoyées. Les cendres étaient accumulées dans des conteneurs en acier, retirées après un certain nombre de chargements, refroidies à ciel ouvert, puis tamisées pour séparer les fragments volumineux. Certaines étaient stockées, d'autres dispersées dans des zones désignées. Le processus faisait partie de la routine et le rythme d'incinération n'était jamais altéré. Pendant certaines périodes, des zones en plein air étaient utilisées pour des crémations supplémentaires. Lorsque les fours s'effondraient à cause d'une activité excessive, des fosses étaient creusées pour effectuer des incinérations avec du bois et du carburant liquide. La chaleur était visible à des centaines de mètres. La fumée enveloppait tout. Il s'agissait d'une mesure temporaire, utilisée uniquement dans des situations extrêmes. Les registres du camp incluaient des notes sur la consommation de carburant, le nombre de chargements et les temps estimés. Chaque crématoire tenait son propre contrôle. Les heures d'allumage, les pauses et les variations de température étaient notées. Les rapports étaient envoyés à l'administration centrale. Des inspections périodiques avaient lieu. Le contrôle des odeurs était minimal. Dans certaines zones, le vent portait la fumée vers les baraquements. Certains jours, l'air était irrespirable. Des masques étaient distribués dans les secteurs proches, où les fenêtres étaient fermées. La présence constante de la fumée faisait partie de l'ambiance du camp. Les fours étaient fabriqués par des entreprises allemandes. Certaines marques étaient connues dans le secteur industriel. Les modèles avaient été adaptés pour un usage intensif et conçus pour durer. L'acier interne était épais. Les portes possédaient une double fermeture et les charnières étaient renforcées.
La gestion du feu nécessitait des connaissances de base en combustion. L'arrivée d'oxygène était régulée avec des leviers. Le charbon était introduit par des compartiments latéraux et le gaz par des tuyaux connectés à des réservoirs externes. Chaque composant était protégé et soumis à des inspections visuelles constantes. Pendant le fonctionnement, l'intérieur de la chambre atteignait des températures supérieures à 1200 degrés. Les restes se transformaient en poussière en moins d'une demi-heure. Certains fragments osseux ne se désintégraient pas et étaient collectés pour être broyés séparément. Tout faisait partie du cycle opérationnel. Chaque bâtiment possédait une salle adjacente pour le stockage du charbon. Les dépôts étaient remplis avec des brouettes et réapprovisionnés chaque semaine. Le gaz arrivait en cylindres scellés et était placé dans des zones ventilées. Les protocoles de sécurité étaient minimaux, les fuites rares. Le système était simple, mais constant. La planification des rotations d'incinération suivait le rythme d'arrivée des trains. Les jours de forte déportation, les horaires étaient prolongés. Les fours étaient préparés dès l'aube et ne s'arrêtèrent jamais, même la nuit. Les lumières restaient allumées et le bruit du feu était continu. Les structures des crématoires comprenaient des zones d'attente, des couloirs de chargement, des salles techniques et des zones de stockage. Tout était relié et le mouvement était fluide, sans interruption ni retard. Les ordres étaient clairs et la séquence suivie sans marge d'erreur. Certains fours étaient plus modernes, équipés de mécanismes automatiques de fermeture, chauffant plus rapidement, consommant moins de charbon et permettant une rotation plus rapide. Ils ont été installés lors des phases ultérieures. Leur usage réduisait le temps total d'opération et augmentait le nombre quotidien de traitements thermiques. Les diagrammes du camp montraient la position de chaque crématoire par rapport aux baraquements et aux installations clés en privilégiant l'efficacité logistique. Les chemins étaient rectilignes et les entrées alignées afin de réduire le temps entre l'arrivée, le traitement et l'élimination. La visibilité de la fumée était constante. Depuis n'importe quel point du camp, les cheminées étaient visibles. Certains jours, le ciel était couvert et l'odeur imprégnait les vêtements. Il n'y avait aucun moyen de l'éviter. L'activité des fours dictait le rythme du lieu. Certains rapports mentionnent des réparations en cours de route, remplacement de briques, renforcement des trappes. L'usure était importante, mais le système était conçu pour résister. Les matériaux provenaient d'Allemagne et les commandes étaient effectuées chaque mois. Les fournitures ne manquaient jamais. Durant les derniers mois du camp, la fréquence d'utilisation augmenta. Le rythme devint extrême. Les cheminées travaillaient sans pause et la consommation de charbon doubla. Quelques pannes mineures furent signalées, mais le processus ne s'arrêta jamais. L'objectif était de maintenir l'opération complète jusqu'à la fin. Les fours faisaient partie du paysage, toujours actifs, toujours allumés. Le feu ne s'éteignait jamais. Il représentait la phase finale du système, la clôture silencieuse de chaque journée. Sonderkommando, esclaves du silence. Les Sonderkommando étaient des groupes de prisonniers forcés, sélectionnés pour des tâches liées à la gestion des restes humains, séparés des autres, et marqués par la connaissance de ce que personne d'autre ne pouvait voir. À l'arrivée des transports, les hommes les plus jeunes et les plus forts étaient immédiatement séparés. Certains ne comprenaient pas pourquoi. D'autres devinaient que ce n'était pas une faveur. Après la sélection, si leur état physique était jugé bon, ils pouvaient être conduits ailleurs, loin du groupe. Ils ne retournaient pas au baraquement commun et ne portaient pas l'uniforme rayé. On leur donnait des vêtements différents, parfois ceux des personnes décédées. Les nouveaux affectés ne savaient pas au début quelle était leur fonction. En quelques minutes, ils découvraient la vérité. Ils étaient conduits aux portes des crématoires ou aux fosses ouvertes. Là, ils voyaient ce qui se passait après le gaz. Leur tâche consistait à déplacer les corps, les ramasser du sol, les empiler, les sortir des chambres, les traîner, les pousser, les soulever, le tout dans un silence complet. L'ordre était clair, aucun corps ne devait rester hors de la séquence. Certains avaient les yeux ouverts, d'autres présentaient des blessures causées par le désespoir. L'odeur était permanente, la peau abîmée, les liquides et les fragments présents. L'air était épais, le travail ne s'interrompait jamais, la rotation était constante. Les Sonderkommando devaient couper les cheveux des cadavres à l'aide de grands ciseaux ou de rasoirs. Les cheveux étaient recueillis dans des sacs et envoyés pour être traités. Ils devaient également vérifier la bouche de chaque corps.
Si des dents en or étaient trouvées, elles étaient extraites à l'aide de pinces et fondues séparément. Il fallait trier les objets personnels, chaussures, lunettes, béquilles, ceintures. Tout allait dans des conteneurs distincts, était lavé, compté et stocké. Rien ne se perdait. Chaque vêtement servait à un autre déporté et chaque objet était réutilisé. Il était interdit de jeter quoi que ce soit. Les Sonderkommando travaillaient sans montre. Les journées étaient mesurées par la fumée des cheminées. Lorsqu'elles s'éteignaient, ils pouvaient se reposer. Lorsqu'elles se rallumaient, ils retournaient à leurs tâches. Certains jours, il n'y avait pas de pause. Ils mangeaient près des fours et dormaient dans des baraquements spéciaux, éloignés des autres. Ils ne se mêlaient jamais aux autres prisonniers. Ils savaient plus que quiconque ayant vu ce qui se passait à l'intérieur. Ils reconnaissaient le bruit de la porte qui se referme et savaient combien de temps il fallait pour que les cris s'éteignent. Le poids de cette connaissance les rendait différents, mais aussi menaçants pour ceux qui commandaient. C'est pourquoi ils étaient régulièrement remplacés. Aucun groupe ne restait longtemps. Après plusieurs semaines, ils étaient substitués par d'autres et les anciens étaient éliminés sans préavis. On les appelait dans la cour, on leur donnait un ordre, on leur disait qu'ils changeraient de fonction et ils ne revenaient jamais. Certains comprenaient dès le premier jour que c'était la fin inévitable. Parfois, les Sonderkommando écrivaient ce qu'ils voyaient sur des bouts de papier avec des crayons volés ou de l'encre improvisée. Ils cachaient ces messages dans les murs ou les enterraient près des crématoires. Certains textes furent découverts plus tard. Ils décrivaient le transport des corps, le comptage des enfants et la séparation des mères. L'un disait « On nous oblige à ramasser ceux qui étaient vivants hier. Nous voyons leur visage, nous entendons leur voix et maintenant nous devons les pousser dans le feu. » Un autre « Nous ne sentons plus nos bras. L'odeur ne disparaît pas. Le silence nous enveloppe. » Malgré l'isolement, certains tentaient de prévenir l'extérieur. Dans un cas, un groupe réussit à faire parvenir une note à un autre secteur du camp. Ce n'est pas du travail, c'est autre chose. Mais la surveillance était stricte et toute tentative de contact était immédiatement punie. La plupart retenaient tout en mémoire. Les baraquements étaient surveillés. Ils ne pouvaient pas sortir sans autorisation, ne recevaient aucune visite et ne participaient ni aux défilés ni aux recensements généraux. Ils vivaient dans un monde à part. Ils voyaient les colonnes arriver et les cendres partir. Ils connaissaient le destin de chaque nouveau prisonnier. Le train était un verdict. Certains Sonderkommando participèrent à des révoltes. En octobre 1944, un groupe à Birkenau détruisit partiellement un des crématoires, ayant caché des explosifs obtenus par des contacts secrets. Lors de l'explosion, la fumée se mêla aux cris. Ce fut un acte de désespoir. La répression fut immédiate et des dizaines furent exécutés, mais le message demeura. Les chefs des crématoires donnaient des ordres directs et n'admettaient aucune erreur. Si un corps n'était pas chargé à temps, le groupe était puni. Si quelque chose sortait de la séquence, la nourriture était suspendue. Si quelqu'un parlait sans autorisation, il disparaissait. L'ordre devait être maintenu et tout devait s'écouler comme sur une chaîne de montage. L'odeur imprégnait la peau. Les Sonderkommando disaient qu'ils ne pouvaient se débarrasser de la fumée. Ils se lavaient, se grattèrent la peau et changèrent de vêtements. Sans effet, le feu restait en eux. Certains commençaient à parler seuls, d'autres cessèrent de manger. Certains se proposaient pour des travaux plus difficiles, espérant finir plus vite. Le passage des jours effaçait la notion du temps. Un Sonderkommando survivant écrivit « Je ne sais pas combien de semaines j'ai passé là. Je sais seulement que j'ai vu 100 fois le même visage. Et ensuite, je l'ai vu brûler. » Un autre disait « Chaque matin était pareil. Seuls changeaient les corps. » Les nouveaux suivaient les ordres de ceux qui étaient déjà là depuis un certain temps. Tout leur était expliqué en quelques minutes. Comment saisir, comment porter, comment pousser. Il n'y avait pas de formation officielle, seulement des exemples. Le regard d'un seul suffisait pour que l'autre comprenne. Personne ne parlait beaucoup. Aucune question n'était permise. Seules les actions comptaient. Les quarts de travail étaient longs. Certains travaillaient plus de 12 heures d'affilée. À la fin, ils mangeaient du pain sec, une soupe liquide et dormaient dans des lits superposés étroits. Ils n'avaient pas le droit d'écrire des lettres, de recevoir des colis, ni de faire partie de la structure régulière du camp. Ils étaient invisibles aux yeux des autres. Parfois, les Sonderkommando trouvaient parmi les corps des connaissances, frères, cousins, voisins.
Ils devaient agir de la même manière. Aucune pause n'était permise. Si quelqu'un faiblissait, il était immédiatement remplacé. Certains serraient les dents, d'autres détournèrent le regard. Mais tous continuaient. Il n'y avait pas de choix. Lorsqu'un groupe était éliminé, un autre prenait sa place. Le cycle se répétait. Il y avait toujours de nouveaux arrivants capables de remplir cette fonction, sélectionnés par la force, l'âge ou l'obéissance. Jamais par volonté. Personne ne demandait à être là. Mais tous savaient que refuser signifiait mourir. Les témoignages des survivants sont rares. Beaucoup ont été écrits dans la peur, d'autres de mémoire. Certains ne racontent que des chiffres, d'autres des scènes. L'un disait « J'ai vu 1000 en un jour, j'ai entendu 1000 cris, et à la fin, 1000 silences. » Un autre « Quand j'ai jeté le dernier, j'ai su que mon tour viendrait bientôt. » L'isolement n'était pas seulement physique, mais aussi mental. Les Sonderkommando n'avaient personne avec qui parler, ne pouvaient partager ce qu'ils savaient. Ils vivaient avec des images qui ne disparaissaient jamais. Ils dormaient en sachant qu'au réveil, ils verraient la même chose. Certains cessèrent complètement de parler. D'autres moururent en silence. Les Allemands contrôlaient chaque étape. Ils savaient que ces prisonniers étaient des témoins clés, c'est pourquoi ils ne duraient jamais longtemps. L'élimination systématique faisait partie du protocole. À la fin de chaque cycle, tout était effacé. Les murs repeints, les sols nettoyés, et l'on recommençait. Un des derniers témoignages disait « On nous avait promis que si nous faisions le travail, nous survivrions, mais nous savions que c'était un mensonge. » Un autre « Le feu s'est éteint un jour, mais en moi il continue de brûler. » C'était le Sonderkommando, le groupe qui avait tout vu, qui n'avait pas pu parler, qui avait vécu parmi les flammes et les cendres, et qui avait enterré sous terre les mots que d'autres ne voulèrent pas entendre. Le cabinet de l'horreur, Mengele et les enfants. À l'arrivée des trains à Auschwitz, les jumeaux, les jeunes enfants et les femmes enceintes étaient séparés des autres. Joseph Mengele les sélectionnait sur la rampe, observant instantanément les détails physiques. Il portait un uniforme propre, les cheveux coiffés, des bottes brillantes. Avec un sourire fixe, il demandait aux prisonniers s'ils étaient jumeaux, leur âge ou s'il y avait une grossesse. Ceux qui répondaient à ces critères étaient envoyés dans le baraquement spécial. Les jumeaux constituaient l'objectif principal. Mengele voulait comprendre les secrets de l'hérédité, du sang, de la reproduction. Il était obsédé par le désir de découvrir comment créer des générations parfaites. Chaque cas était soigneusement enregistré. Date d'arrivée, caractéristiques physiques, antécédents familiaux. Les fichiers étaient classés par âge, taille, couleur des yeux, type de cheveux. Le traitement des enfants était ambigu. Certains se souvenaient qu'il leur donnait des bonbons, veillaient à leur hygiène, parlaient d'une voix douce. D'autres le percevaient comme un homme sans émotion, qui les mesurait et les piquait sans avertissement. Parfois, il apportait des vêtements propres ou les visitait dans le baraquement pour observer leur état. Son visage faisait partie du rituel avant la souffrance. Au laboratoire, les jumeaux étaient soumis à des tests répétés. On mesurait leur crâne avec des règles spéciales. On comparait la forme des dents, les proportions du visage, la densité des os. Des prélèvements sanguins étaient effectués chaque semaine sur les deux en quantité égale. Si l'un tombait malade, l'autre était éliminé pour permettre une comparaison directe. L'inspection interne simultanée faisait partie du protocole. Les interventions étaient sans répit. Des procédures invasives étaient appliquées sur le corps avec extraction d'organes et mutilation sans anesthésie. Des substances nocives étaient utilisées pour provoquer des réactions. Solutions salines, benzène, chloroforme. Certains enfants étaient délibérément exposés à des maladies infectieuses pour observer leur évolution. Les symptômes étaient documentés étape par étape, sans traitement. Parfois, un jumeau servait de témoin et l'autre d'expérimentation. Un enfant en bonne santé voyait son frère mourir lentement. D'autres étaient attachés à des chaises pour comparer leur résistance à la douleur. On les plongeait dans de l'eau glacée, on leur brûlait la peau, on provoquait des blessures délibérées. Les femmes enceintes étaient observées dès le début. Mengele voulait suivre le développement fœtal, l'hérédité depuis l'utérus. Des interruptions forcées de grossesse, des ouvertures corporelles et des extractions de parties reproductives étaient pratiquées. Certaines femmes perdaient la vie à cause d'infections, d'autres survivaient avec des séquelles permanentes,
Aucune ne sortait indemne. Le laboratoire était un environnement strictement contrôlé. Il y avait des assistants, des scribes, d'autres médecins subordonnés. Mengele donnait les ordres, décidait des horaires, signait les rapports. Des dessins et des photographies étaient réalisés, des échantillons conservés. Tout était documenté avec froideur. Le baraquement des jumeaux était séparé. Ils vivaient ensemble, mangeaient la même chose, sous surveillance constante. Ils savaient qu'ils étaient différents. Certains enfants connaissaient les étapes du docteur, savaient quand il viendrait. La peur cohabitait avec la résignation. Certains espéraient vivre plus longtemps en étant utiles. D'autres ne faisaient que compter les corps manquants chaque semaine. Lorsque les expériences se terminaient, beaucoup étaient retirés du groupe et une substance létale leur était administrée directement. Les corps étaient transportés au crématoire sans enregistrement extérieur. Les inspections internes étaient rapides, sans cérémonie. Les tests étaient archivés et le groupe suivant attendait déjà. Mengele n'expliquait jamais ses intentions. Elles étaient évidentes par ses actions. Il cherchait des motifs, des régularités, fasciné par les similitudes génétiques. Il n'éprouvait aucun remords. Pour lui, c'était des données, des résultats, des variables. Quelques témoignages ont survécu. Il relatait des voix, des seringues, des tables métalliques. D'autres parlaient de frères disparus sans avertissement. Certains se souvenaient du nom de leurs jumeaux comme de ses derniers mots avant de mourir. La fin des expériences n'a jamais été annoncée. À l'approche des soviétiques, les archives furent détruites, les laboratoires vidés. Mengele s'échappa, laissant derrière lui ruines et matériel. Aucun document ne l'accusait directement. Les témoins racontèrent ce qu'ils avaient vu. Auschwitz conservait les restes de brancards rouillés, de seringues sans aiguille, de flacons vides. Dans ces salles, des centaines d'enfants furent manipulés, injectés, comparés et éliminés. Ils ne cherchaient pas à soigner. Ils cherchaient à comprendre comment créer la pureté. Ce cabinet n'avait ni lit ni médecine. Il n'avait que froideur, silence et peur. Et au centre de tout, le visage impeccable de Joseph Mengele, notant calmement les observations tout en saluant la paire de jumeaux suivante. Effacer l'être humain, tonte, numéro et obéissance. Dès leur arrivée au camp, les nouveaux arrivants étaient conduits dans une salle où l'on leur ordonnait de retirer tous leurs vêtements. Sans distinction d'âge ou de sexe, ils se retrouvaient complètement nus. Ensuite, un par un, ils passèrent par un espace où l'on leur rasait tout le corps, tête, aisselle, pubis. On les rasait rapidement, sans précaution, avec des lames qui provoquaient souvent des coupures ou des infections. Après la tonte venait le tatouage. Les gardes prenaient une aiguille épaisse et leur inscrivaient un numéro sur le bras gauche. Cette série devenait leur nouvelle identité. À partir de ce moment, les prisonniers perdèrent leur nom, plus de Pedro, Anna ou David. Seulement le numéro qui leur était attribué. Quiconque prononçait son ancien nom était puni ou ignoré. L'ordre était clair. Seul le numéro existait. Les vêtements du camp étaient uniformes et sales. On distribuait des chemises déchirées, des pantalons usés, des vestes sans boutons. Aucun vêtement n'appartenait à celui qui le portait. Tout était recyclé de défunts ou d'anciens prisonniers. Certains recevaient des vêtements de femmes, même s'ils étaient des hommes, ou des habits d'adultes alors qu'ils étaient enfants. Peu importait. L'objectif était de dépersonnaliser totalement. Avec les vêtements, on leur donnait des sabots en bois, presque toujours de la mauvaise taille. En marchant, leurs pieds saignaient et se couvraient d'ampoules. Aucun bandage ni temps d'adaptation n'était offert. Ils devaient apprendre à se déplacer ainsi dès le premier jour. Beaucoup étaient directement conduits au baraquement après ce processus. Dans ces premiers pas, la désorientation était totale. Personne n'expliquait quoi que ce soit. Personne ne disait ce qui suivait. Certains posaient des questions, mais la majorité restait silencieuse. Ils regardaient autour d'eux, reconnaissaient des visages perdus, ressentaient le froid sans sous-vêtements, sans identité, sans nom. Les gardes répétaient des phrases qui les réduisaient à des objets. Ils disaient qu'ils n'étaient que des numéros, qu'ils devaient obéir, qu'ils n'avaient plus de passé ni de futur. Les voix étaient fermes, monotones. La punition pour ne pas s'adapter était immédiate. Coups, cris, isolement. L'isolement psychologique commençait dès cet instant. Dans les baraquements, on n'utilisait pas de nom. On demandait par exemple le numéro tel, et personne ne se souvenait des surnoms ni des histoires antérieures. La seule chose qui importait était de suivre les ordres, mémoriser son numéro, ne pas se tromper en répondant. Les femmes subissaient le même processus.
Elles étaient dénudées ensemble, tondues violemment, tatouées sans anesthésie. Certaines pleuraient, d'autres tremblaient. Les plus jeunes baissaient les yeux, sans comprendre ce qui se passait. Les plus âgés fermèrent les yeux, essayant de résister. Personne ne les consolait. Le numéro restait pour toujours. Même après leur sortie du camp, de nombreux survivants le portèrent sur le bras, comme une cicatrice indélébile. Pas par choix, mais parce qu'Auschwitz l'avait imposé. C'était une marque qui disait « Tu as été ici, tu as été réduit, tu as été effacé ». Le changement ne s'arrêtait pas là. L'obéissance était obligatoire. Le langage corporel devait s'adapter. Il ne pouvait lever la tête devant un SS. Il ne pouvait parler sans autorisation. Il devait former des rangs droits, se déplacer au même rythme, dormir quand on leur disait, se taire quand on leur criait dessus. Tout faisait partie de ce premier choc. Ce n'était pas seulement physique, c'était une attaque directe sur l'esprit. Dès ce jour-là, les prisonniers comprenaient que le camp ne voulait pas seulement des corps forts, il voulait des esprits soumis. Le nom n'existait plus. Le numéro dominait. La nuit du premier jour tombait sans explication. Les nouveaux ne savaient pas ce que le matin leur réserverait. Mais ils avaient déjà compris une chose. Le camp commençait par effacer tout ce qu'ils étaient. Travail sans relâche, esclavage légalisé. Dès l'aube, les prisonniers étaient obligés de se mettre en rang à l'extérieur, que neige, vent ou boue soient présents. Le comptage se faisait debout, immobile, le regard fixé devant eux. Ceux qui s'effondraient étaient écartés. Ceux qui survivaient à ce début étaient dirigés vers des usines, ateliers, mines ou fermes sous surveillance armée. Dans de nombreux cas, ils ne savaient même pas ce qu'ils allaient y produire ce jour-là. Les tâches variaient selon le lieu. Soulever des pierres, pousser des chariots, nettoyer des débris, construire des murs, porter des sacs, creuser des tranchées, réparer des voies ferrées. Les quarts de travail dépassaient 12 heures, sans pause. Quiconque marchait plus lentement ou s'arrêtait recevait des coups de crosse, de fouet ou de bâton. L'épuisement s'accumulait chaque jour. Les vêtements ne protégèrent pas du climat. Les chaussures étaient en semelle et en chiffon. La boue gelée pénétrait jusqu'aux os. Les usines, installées par des entreprises allemandes, exploitaient cette main-d'œuvre gratuite. On produisait munitions, pièces métalliques, textiles. La performance était contrôlée par les contremaîtres et superviseurs. Ceux qui ne respectaient pas les quotas étaient punis. Certains mouraient écrasés par les machines, d'autres étaient exécutés en exemple. Dans les champs agricoles, le rythme était dicté par les cris et les bottes. Le soleil brûlait, la pluie salissait, la glace coupait. Dans les mines de sel ou de gravier, l'air était épais et la poussière aveuglante. Les tunnels étaient étroits et humides. Ceux qui toussaient ou saignaient restèrent derrière. L'oxygène manquait. Celui qui trébuchait entraînait les autres. Beaucoup étaient enterrés par des éboulements. Dans la réparation des voies ferrées, on traînait des traverses et on martelait des clous pendant des heures. Le dos se courbait, les doigts se brisaient, les blessures s'infectaient. Le déjeuner consistait en une soupe claire et un morceau de pain. On mangeait accroupi sous le regard des gardes. Parfois, le bol tombait et il n'y avait plus rien. Certains essayaient d'avaler de la terre ou de la neige. Chaque calorie était vitale, les corps se contractaient. Les jambes tremblaient en marchant, les pieds saignaient dans des chaussures trouées. La nuit n'apportait aucun repos. Au retour au bloc, le comptage se répétait. Si quelqu'un manquait, tous s'attendaient debout pendant des heures. Les morts étaient traînés. Certains ne revenaient pas parce qu'ils s'effondraient dans la boue et étaient exécutés. D'autres disparaissaient sans explication. Dormir était un privilège incertain. Les baraquements étaient saturés, infestés de poux et de rats. Les corps dormaient serrés, avec des vêtements mouillés et l'estomac vide. Les maladies apparaissaient rapidement. Dysenterie, fièvre typhoïde, scorbut, pneumonie. Il n'y avait aucun traitement. Les malades continuaient à travailler. Certains utilisaient des chiffons comme bandages. D'autres se liaient les jambes avec des cordes pour ne pas s'effondrer. Ceux qui perdirent leur force étaient traînés par leurs camarades pour éviter l'exécution immédiate. Le climat était un bourreau constant. En hiver, la neige recouvrait tout et le vent gelait les poumons. En été, le soleil fendait la peau. Les vêtements ne changeaient pas. Pas de repos à midi. On travaillait sous les tempêtes, entre les éclairs, avec de la boue jusqu'aux chevilles. Les chutes étaient fréquentes. Les chevilles se tordaient, les mains se fracturaient. Personne ne pouvait s'arrêter.
Celui qui aidait un blessé recevait la même punition. Certains prisonniers étaient envoyés dans des commandos spéciaux travaillant hors du camp principal. Ils marchaient des kilomètres à pied pour atteindre le lieu. Beaucoup ne revenaient pas. La fatigue, les maladies et les coups réduisaient les groupes. Dans certains cas, ils devaient porter les cadavres de compagnons morts pendant la journée. Le retour était lent, silencieux, sous le regard des tours. Les chiffres des morts par épuisement s'accumulaient. Ils n'étaient pas enregistrés officiellement. Ils étaient seulement retirés à la fin de la journée et remplacés par de nouveaux prisonniers. Le système était conçu pour extraire jusqu'à la dernière goutte d'énergie. Le nom, l'origine ou l'âge n'importèrent pas. Tout s'était transformé en bras produisant sans pause. Le concept de « travail comme rédemption » était de la propagande. En pratique, c'était une condamnation sans fin. Les journées n'avaient pas de limite, les outils étaient rudimentaires et la surveillance constante. Les coups faisaient partie du rythme, la douleur ne guérissait pas. Elle ne faisait que s'accumuler. L'esclavage à Auschwitz n'avait pas de chaîne visible. C'était une chaîne de tâches interminables, de punitions pour fatigue, de mort lente par usure physique. Le corps cessait de répondre, les muscles se rompaient, l'esprit s'obscurcissait. L'instinct de se mouvoir était la seule chose qui restait. Chaque jour commençait pareil. Chaque nuit se terminait avec moins de personnes. Et les fours restaient allumés, attendant les corps de ceux qui ne pouvaient plus porter une pierre de plus. L'estomac vide, mourir en mangeant de l'air. L'alimentation à Auschwitz était calculée pour détruire. Chaque prisonnier recevait en moyenne moins de 1200 calories par jour. Cette quantité couvrait à peine un tiers de ce qui était nécessaire pour survivre au repos et encore moins pour ceux qui travaillaient 12 heures d'affilée. Le système était conçu pour provoquer un affaiblissement physique progressif jusqu'à l'effondrement. Le matin, la ration consistait en une infusion noire sans sucre, étiquetée café, mais ne contenant aucun grain. Le liquide, sombre et aqueux, était servi chaud et constituait le seul apport jusqu'à l'après-midi. À midi, on distribuait une soupe épaisse préparée à partir de restes de légumes avariés, de choux fermentés ou de navets, parfois mélangés à des épluchures. Elle ne contenait ni sel, ni viande, ni nutriments. Dans de nombreux cas, des insectes ou des morceaux de cartilage flottaient à la surface. Certains prisonniers les retiraient du doigt avant de boire, d'autres avalaient sans regarder. Le soir, on donnait un morceau de pain noir de la taille d'une main. Le pain était compact, humide et avait un goût de moisi. Sa pâte contenait de la sciure, de la pulpe de betterave, de la peau de pomme de terre et de la farine adultérée. Ce morceau constituait la partie la plus précieuse de la journée. On distribuait également une cuillerée de margarine rance, de vieux fromage ou, dans des cas exceptionnels, une saucisse faite à partir de restes. Ceux qui n'étaient pas affectés à un travail spécial ne voyaient jamais de matière grasse ou de protéines. La faim devenait une obsession. Dès le premier jour, l'estomac dictait chaque pensée. Certains cachaient des morceaux de pain sous leur chemise, d'autres comptaient les miettes dans leurs paumes. Les horaires exacts, les récipients, la couleur des soupes étaient mémorisés. Prendre de la nourriture sans permission pouvait coûter des coups ou la vie, mais beaucoup essayaient. Les rats, les restes sur le sol et les épluchures dans les poubelles faisaient partie du menu. Le corps humain, privé d'alimentation suffisante, se détériore lentement. Au début, la graisse disparaît, puis les muscles. Le visage s'affine, les yeux s'enfoncent, les bras deviennent des os recouverts de peau. La peau se dessèche, se craquelle, perd sa couleur, les ongles se cassent, les cheveux tombent. Des œdèmes apparaissent aux jambes, mains et visage. Les articulations font mal. La démarche devient traînante. Respirer devient difficile. Parler demande un effort, penser devient ardu. La faiblesse se transforme en sentence. Si un prisonnier trébuchait, il ne pouvait se relever. S'il tombait dans la file, il perdait la nourriture. S'il restait en arrière au travail, il recevait des coups. S'il demandait du repos, il était remplacé par un autre plus fort. Les corps étaient abandonnés dans les baraquements, tremblants, sans énergie pour se relever. La maigreur extrême entraînait l'effondrement des organes. Le cœur battait lentement. La température corporelle chutait. Le décès survenait pendant le sommeil, sans avertissement. Beaucoup tentaient de compenser le manque de nourriture avec de la terre, de l'herbe, de la sciure ou du papier. Certains mâchaient le cuir de leurs chaussures, d'autres léchaient le givre des fenêtres pour tromper l'estomac. Les conséquences étaient graves.
vomissements, diarrhée, infection. Le système digestif s'effondrait, les intestins saignaient, les fièvres apparaissaient, les nausées étaient constantes, la résistance disparaissait. Dans les cas les plus extrêmes, certains prisonniers recouraient à des fragments récents de restes humains comme seule source possible de protéines. Le besoin physique dépassait toute limite. Ils se couvraient le nez, fermaient les yeux et avalaient avec effort. La faim annihilait toute capacité de jugement. Il ne s'agissait pas de malveillance, mais d'instinct pur de survie. Les maladies liées à la malnutrition se répandaient dans tout le camp. Le scorbut endommageait les gencives, faisait tomber les dents et provoquait des hémorragies. La pélagre altérait la peau avec des plaies ouvertes. Le béri-béri enflait les jambes. La tuberculose, le typhus et la dysenterie se multipliaient dans des corps affaiblis. Aucun traitement, aucun repos possible, aucune perspective d'avenir. Le climat aggravait la situation. En hiver, la nourriture gelait avant d'arriver au baraquement. Le pain durcissait comme de la pierre. La soupe se solidifiait dans les seaux. En été, la fermentation causait des odeurs insupportables. Les soupes sentaient le vinaigre et le pain l'humidité rance. Personne ne se plaignait. Chaque bouchée était vitale. La distribution de nourriture n'était pas équitable. Les capots, responsables et prisonniers privilégiés, avaient accès à de plus grandes portions. Parfois, ils volaient dans les seaux avant de servir. Ceux qui n'appartenaient pas à ce groupe recevaient les restes. Les enfants mangeaient ce que leurs parents leur laissaient. Les mères se privaient pour donner un peu plus à leurs enfants. Les personnes âgées étaient ignorées. Si tu ne pouvais pas manger par toi-même, personne ne le faisait pour toi. Les témoignages racontent des hommes devenus fous pour un morceau de pain, des femmes pleurant devant une soupe mal servie, des enfants gardant un bout de pain pour le lendemain et le voyant voler, des corps qui s'embrassaient sans force juste pour ne pas mourir seuls. La faim était un châtiment continu. Elle ne s'arrêtait pas avec la nourriture. Elle continuait ensuite, à l'intérieur du corps, dans l'esprit. Le camp avait des règles strictes concernant la nourriture. Manger en dehors des horaires était sanctionné. Des inspections étaient organisées pour rechercher des cachettes. Les contrevenants étaient punis par des coups, l'isolement ou la perte de rations. Certains cachaient des miettes dans leurs casquettes, entre les chaussettes, sous le lit. D'autres creusaient des trous entre les planches du baraquement pour dissimuler du pain. Parfois, ils réussissaient à conserver une ration pendant plus d'une journée. Mais presque toujours, ils étaient découverts. Les médecins prisonniers ont enregistré les effets de la faim dans des carnets cachés. Ils dessinaient des squelettes vivants, des organes atrophiés, des poumons effondrés. Ils documentaient comment le cœur rétrécissait, comment le foie se durcissait, comment la moelle cessait de produire du sang. Chaque rapport montrait des corps qui avaient cessé d'être des corps. Ils étaient des structures creuses. Les femmes enceintes ne pouvaient pas maintenir leur grossesse. Le fœtus ne recevait aucun nutriment. Beaucoup perdaient l'enfant dans le premier mois. D'autres donnèrent naissance à des créatures sans vie. Celles qui survivaient restaient gravement blessées. La faim affectait le système hormonal, stoppait les menstruations et détruisait la fertilité. Il n'y avait pas de naissance à Auschwitz, il n'y avait que des pertes spontanées et des accouchements sans avenir. Les gardes savaient ce qu'ils provoquaient. Ils observaient sans intervenir. Certains se moquaient. Ils jetaient des morceaux de nourriture par terre pour voir qui se jetait dessus en premier. Ils prenaient plaisir à voir les prisonniers se battre pour une épluchure. Ils jouaient à cacher du pain pour observer la réaction. C'était une forme supplémentaire de contrôle. La faim était un outil de domination. Ceux qui survivaient le plus longtemps étaient ceux qui trouvèrent des moyens de résister sans nourriture. Certains dormirent davantage pour consommer moins d'énergie. D'autres mastiquaient une miette pendant des minutes pour tromper l'estomac. Les plus résistants étaient ceux qui ne dépensaient pas d'énergie à parler, marcher ou penser. L'objectif était de tenir. Chaque jour était un but. L'odeur corporelle changeait. Les corps affamés sentaient l'acide. La sueur devenait aigre. La bouche puait. La peau avait une teinte grisâtre. La laine était métallique. Les dents se desserraient. Les gencives saignaient. Les mains tremblaient. Le corps était un ensemble de signaux annonçant la faim. Certains dessins réalisés par des prisonniers montraient des figures au ventre gonflé, aux côtes saillantes, aux yeux vides. D'autres images représentaient des scènes de distribution, des files interminables, des bols vides. Les artistes cachaient ces dessins dans des doubles semelles ou entre les murs. Beaucoup ne survécurent pas. Leurs œuvres, elles, restèrent.
La nourriture n'était pas seulement un aliment, elle était un symbole d'espoir. Un morceau de pain était un cadeau, une soupe tiède, une bénédiction, un changement de menu, une fête. L'arrivée d'un convoi de nouveaux prisonniers signifiait qu'il y avait peut-être quelqu'un avec de la nourriture cachée. On échangeait des chaussures contre une pomme de terre. On négociait des chemises contre une cuillerée de soupe. Perdre la vie par la faim à Auschwitz était fréquent. Il n'y avait pas de registre exact. Des milliers disparurent sans diagnostic, sans avertissement, sans témoin. Ils s'éteignaient dans la nuit, au travail, dans la file. Personne ne les enterrait. Personne n'écrivait leur nom. Ils cessaient simplement d'exister. La faim n'était pas un oubli. C'était une méthode. C'était un système. C'était une extermination lente et silencieuse. Auschwitz ôtait la vie au gaz, mais il la prenait aussi avec l'air. Leçon de terreur, tuer devant tous. Dans le camp de concentration d'Auschwitz, les exécutions publiques servaient de message visuel pour montrer ce qui attendait ceux qui désobéissaient aux règles. Ce n'était pas seulement des éliminations, c'étaient des spectacles soigneusement orchestrés pour briser la volonté collective. L'acte était préparé dès le matin. Les prisonniers savaient que le son d'une sirène hors horaire ou l'appel soudain dans la cour n'était pas un ordre ordinaire. C'était un signal, quelque chose allait se passer. Les victimes étaient sélectionnées pour différentes raisons. Certains avaient tenté de s'échapper, d'autres avaient aidé un camarade malade, pris du pain, parlé avec quelqu'un d'un autre baraquement ou désobéi à un ordre mineur. Une simple suspicion suffisait. La punition était exemplaire. Peu importait la cause réelle. Le message était le même. Personne ne pouvait défier la structure du camp. Les SS organisaient tout. Ils choisissaient le lieu, montaient la corde, préparaient les armes. Les capots aidaient à rassembler les détenus. Ils les alignaient par blocs et leur ordonnaient de rester silencieux. La cour se remplissait de corps immobiles. Parfois, l'événement coïncidait avec le changement de garde pour que plus de surveillants assistent au châtiment. La victime était conduite au centre, escortée par des soldats, sans pouvoir parler ni résister. Parfois pieds nus, parfois avec des vêtements déchirés. Elle avait déjà été frappée. L'exécuteur était souvent un SS, mais parfois d'autres prisonniers étaient obligés de jouer ce rôle. Dans ce cas, les compagnons devaient remettre la corde autour du cou du condamné. La scène se répétait si souvent que la procédure faisait partie de la routine du camp. Certains témoins se souvenaient du bras de l'officier qui se levait pour donner le signal. Puis le corps restait suspendu, sans cri, juste le craquement de la corde. Les fusillades étaient également courantes. Les prisonniers étaient alignés devant un mur, les points d'impact marqués à la craie. Les tireurs se plaçaient en face, fusil prêt. Il était interdit de détourner le regard. Les prisonniers assistaient à l'exécution sans bouger ni pleurer. L'ordre était clair, regarder et mémoriser. Cette image devait rester gravée comme avertissement. Les plus punis étaient souvent les Polonais, les Russes capturés, certains Juifs parlant plusieurs langues et servant d'interprètes. Les témoins racontaient que les officiers lançaient des phrases ironiques avant de tirer. Certains riaient, d'autres donnaient simplement l'ordre sans expression. Quand il y avait plusieurs coups, le bruit résonnait entre les baraquements comme une rafale sèche. Puis venait le silence, long et épais. Après l'acte, le corps restait visible pendant des heures. Parfois, un panneau était suspendu au cou du cadavre, indiquant la faute. Certains disaient « voleur », d'autres « traître », d'autres simplement « saboteur ». Le mot importait moins que les faits. Le corps était le véritable message. De nombreux prisonniers se souvenaient de la première exécution qu'ils avaient vue. Certains tentaient de fermer les yeux. D'autres comptaient les secondes pour ne pas penser. Certains vomissaient. D'autres étaient obligés de nettoyer le sang. Les femmes n'étaient pas épargnées. À Birkenau aussi, ces châtiments avaient lieu. Certaines mères étaient forcées de voir leurs enfants exécutés. D'autres enfants assistaient à la perte de leurs parents. Les capos avaient un rôle ambigu. Certains participaient par obéissance, d'autres avec une brutalité volontaire. Certains montraient de l'enthousiasme. Ils frappaient le condamné avant de le pendre, l'insultaient, le crachaient. D'autres se contentaient de suivre l'ordre, visage éteint. La peur de devenir la prochaine victime était permanente. Une erreur et le capot devenait lui aussi un exemple. Les officiers allemands considéraient tout cela comme faisant partie de l'ordre du camp. Il ne s'agissait pas de justice, c'était du contrôle. L'objectif n'était pas de sanctionner une faute, mais de garantir l'obéissance par la terreur.
Chaque exécution renforçait le pouvoir des SS. L'élimination faisait partie de l'environnement. Certains enfants jouaient à deviner s'il y aurait une pendaison le lendemain. Certains adultes apprenaient à marcher sans lever les yeux pour ne pas montrer leurs émotions. Il y avait des jours où les châtiments étaient massifs. Dans ces cas, la cour se remplissait de corps suspendus en rangée. Certains restaient ainsi pendant des jours, se balançant au vent. D'autres étaient retirés rapidement, mais l'image demeurait. Les survivants racontaient que leurs rêves étaient remplis de cordes et de coups de feu, que la culpabilité de continuer à vivre pesait autant que la peur. Dans certains cas, l'exécuté était obligé de creuser sa propre tombe. D'autres étaient conduits au bord d'une tranchée déjà ouverte. Certains gardaient des signes vitaux après les tirs, mais étaient recouverts de terre quand même, sans vérification. Il y eut des moments où les prisonniers étaient utilisés comme cibles. Les SS misaient pour voir qui touchait en premier. Les victimes ne savaient pas qu'elles participaient à un jeu. Une variante cruelle était l'exécution à la grue. Le prisonnier était suspendu par les bras attachés dans le dos. La pression disloquait les épaules. La mort ne survenait pas immédiatement. Parfois, il restait suspendu ainsi pendant des minutes, le corps tremblant. Les cris étaient ignorés. Personne ne pouvait intervenir. Cette méthode servait quand les officiers voulaient un châtiment plus éducatif. La peur était le résultat recherché. Chaque exécution publique reconstruisait la hiérarchie du camp. Elle rappelait à tous qu'il n'y avait pas de place pour la protestation. Les tentatives de fuite diminuaient après chaque exécution. Les conversations se faisaient plus courtes. Le silence grandissait. Les nouveaux comprenaient rapidement les règles du lieu. Il n'était pas nécessaire d'expliquer davantage. Il suffisait de voir le pendu. Pendant les inspections officielles, les exécutions étaient suspendues. Le camp devait montrer une discipline sans violence, mais les visiteurs fréquents s'avèrent que cela faisait partie d'une chorégraphie. Les jours précédant l'arrivée des inspecteurs, les cours étaient nettoyés, les cadavres disparaissaient, les potences étaient démontées. Une fois partis, tout revenait à la normale. Certains prisonniers essayaient d'enterrer ces images. D'autres, au contraire, écrivaient sur des morceaux de papier ce qu'ils avaient vu. Ils cachaient les témoignages dans les murs, entre les pierres, sous la paille. Ils voulaient que quelqu'un sache ce qui se passait, que ces pertes ne restent pas anonymes. Ces récits ont ensuite aidé à reconstruire ce que signifiait vivre sous menace constante. Lorsque l'armée rouge approcha du camp, les documents officiels furent détruits. Mais les histoires subsistèrent. Lors des procès d'après-guerre, plusieurs témoins relatèrent ces scènes. Certains anciens capots furent interrogés. Certains officiers reconnurent leur rôle dans les exécutions. D'autres nièrent tout. Les photos, les écrits cachés et les témoignages oraux furent des pièces clés pour comprendre la logique de la terreur. Auschwitz n'était pas seulement gaz et four, c'était aussi une école de peur constante. Une machine où la mort ne se cachait pas. Elle se montrait. Elle se manipulait. Elle se répétait jusqu'à ce que regarder un corps suspendu cesse d'impressionner. Car dans cette cour, la peur faisait partie du plan. Le bloc 11, mourir enfermé. Le bâtiment connu sous le nom de bloc 11 se trouvait dans le camp principal. De l'extérieur, il ressemblait à une autre construction en briques, mais à l'intérieur, c'était différent de tout le reste. Ses fenêtres étaient munies de barreaux épais et scellés avec des planches. La lumière n'entrait pas, le son non plus. C'était un endroit où les prisonniers étaient coupés du monde. Au rez-de-chaussée se trouvait un bureau de la SS et une salle d'attente. Depuis là, on décidait qui descendrait. Les escaliers menaient au sous-sol où commençaient les punitions. Le couloir était étroit. Les murs étaient humides. Il y avait des portes métalliques verrouillées des deux côtés. Chacune conduisait à un espace plus petit qu'une cellule normale. Certaines pièces n'avaient qu'un petit orifice pour l'air. D'autres étaient dépourvues de ventilation. Les cellules debout étaient des cubicles de moins d'1 mètre carré. 4 prisonniers devaient y entrer ensemble, rester debout sans s'asseoir. Ils passaient la nuit sans bouger, sans pouvoir se retourner. Le sol était en ciment. L'air devenait épais après quelques heures. Certains vomissaient, d'autres s'évanouissaient. La douleur dans les jambes, le dos et le cou devenaient insupportables. Le lendemain, ils étaient conduits directement au travail. Puis ils retournaient dans la même cellule. Les cellules sombres servaient à l'isolement total. Elles mesuraient un peu plus d'1 mètre de long pour 1 mètre de large.
pas de fenêtre. Les murs absorbaient le son. Une fois la porte fermée, les prisonniers étaient sans contact avec l'extérieur. On y enfermait ceux qui avaient commis de petites fautes ou accusés sans preuve. Certains y passaient 3 jours, d'autres plus d'1 semaine. Sans lumière, sans nourriture, sans repos. La punition incluait de longues périodes sans nourriture. Certains étaient enfermés avec l'ordre de ne pas recevoir d'eau. Le corps commençait à faillir en quelques heures. Les lèvres se fendillaient, la langue gonflait. L'estomac s'effondrait, ceux qui criaient étaient ignorés. S'ils frappaient à la porte, on les bâillonnait. Parfois, on leur retirait leurs vêtements. La combinaison du froid, de l'humidité et de la faiblesse détruisait complètement le corps. Le sol des cellules était taché, il y avait des traces de sang séché, des ongles cassés, des dents desserrées. Dans certains cas, les prisonniers perdaient le contrôle intestinal. Ils dormaient debout ou accroupis, appuyés contre les murs. Les hallucinations apparaissaient dès le 2e jour. Ils entendaient des pas, des voix, des animaux. Ils parlèrent seuls. Beaucoup cessaient de répondre lorsqu'on les appelait. Certains mouraient en silence, en position fétale. Les punitions étaient décidées par les officiers du camp. Les capos ne faisaient qu'exécuter les ordres. Personne n'expliquait la durée de l'enfermement. Parfois, ils ouvrirent la porte et sortaient ceux qui étaient encore en vie. D'autres fois, on n'y entrait qu'avec une civière en bois. Le corps était traîné dans le couloir. Il n'était pas remis à la famille. Aucun enregistrement n'était fait. Il était simplement ajouté à la liste générale des défunts sans cause. Les inspections du bloc se faisaient de nuit. Des officiers supérieurs descendaient avec des lampes de poche. Ils vérifiaient l'état des murs, des verrous, la qualité de l'air. Ils s'assuraient que les prisonniers ne pouvaient pas entendre ce qui se passait à l'étage. C'était un espace clos pour la punition interne, conçu pour briser l'individu sans laisser de traces visibles à l'extérieur. Il y avait une petite pièce pour le tourment physique direct. On y utilisait des ceintures, des bâtons, des tuyaux. Parfois, ils devaient rester dans une position pendant des heures. S'ils tombaient, ils étaient frappés jusqu'à se relever. Certains prisonniers devaient tenir des briques les bras tendus. D'autres étaient suspendus par les poignets à des crochets fixés au plafond. Après la punition, tous ne retournaient pas à leur baraquement. Certains étaient transférés à l'infirmerie, d'autres directement au crématoire. Aucun enregistrement n'était fait. Seul le souvenir des compagnons de cellule persistait. Les histoires se répétaient. Yeux sans éclat, pieds enflés, blessures infectées. Le bloc 11 restait silencieux une fois la porte fermée. Personne ne voulait y être conduit. Il suffisait de le voir pour comprendre la terreur qu'il inspirait. Il n'était pas nécessaire de crier. Le silence suffisait. Le bruit métallique d'une serrure suffisait. La respiration haletante derrière une porte sans nom suffisait. Auschwitz fonctionnait ainsi chaque jour. Des trains arrivaient, les prisonniers étaient sélectionnés, les ordres exécutés. Le gaz, la faim, les punitions et le travail se succédaient par roulement. Les enfants passaient par les tables, les adultes par les fils. Personne ne savait s'ils verraient le lendemain. Il n'y avait ni pause ni exception, tout était conçu pour écraser sans laisser de traces. C'était le véritable rythme du camp.